Bonsoir. Ne vous est-il pas arrivé d'être saisi, je dis bien saisi, par le fait que d'avoir voulu donner à vos proches, de leur avoir donné tout ce que vous avez pu penser qu'il était important de leur donner, a pu faire que, oui même a fait que, il y a quelque chose qui a été laissé. Et d'autant plus que vous avez voulu leur donner quelque chose. Je dis bien à vos proches, à vos très proches, et que finalement, durant cette expérience qu'est la vie, pour autant que pour chacun d'entre nous, la vie de la naissance jusqu'à la mort, elle se déroule, ça avec des petits, oui, avec des petits accidents comme ça, hein, mais pas grand-chose, selon une trajectoire qui est ce que Freud note à la fin de la science des rêves en 1900 comme étant déterminée par le désir indestructible. Donc, ne vous est-il pas arrivé d'être saisi par le fait que d'avoir voulu donner à vos proches, ce qui va de soi habituellement, fait que ça les a laissés justement manquer. Voilà, manquer. Et vous voyez qu'entre le donner et le manquer, il y a une dialectique qui est que, je reprends la formule de Lacan, aimer, c'est donner ce qu'on n'a pas. Et il rajoute même éventuellement à quelqu'un qui n'en veut pas. Il y a donc, j'ai appelé ça aujourd'hui le problème de l'amour. Il y a donc quelque chose qui fait que, et c'est écrit là, je vais en reparler, comme j'ai dit la dernière fois, dans la mesure où là, il y a une illusion, c'est-à-dire qu'au niveau de l'image, alors c'est une image du corps, hein, c'est pas une image optique, hein. I' de A, hein, I' de A, et I de A, ça c'est l'image réelle. Ça, c'est l'image virtuelle. Je vous rappelle, l'image réelle, elle apparaît parce qu'il y a un miroir concave. Bon, c'est des références optiques qui nous aident quand même à penser certaines choses. À ceci près qu'il ne faut pas trop vouloir comprendre quand même, parce que si on se met à faire de la physique, ça ne va plus. Hein. Il y a donc dessous le corps, l'animal parlant que nous sommes, quand nous naissons, mais justement, comme nous sommes parlants, nous ne sommes pas tout à fait animal quand même, qui vient donc donner cette image, hein, par réflexion. Et cette image, l'enfant, chacun d'entre nous, ne peut pas y avoir accès, donc il ne voit que l'image virtuelle. Et ce qui va se passer, c'est que il va y avoir capture, ça va donner l'image virtuelle, capture par l'imaginaire de cette image réelle, et on va passer sa vie, sauf si on fait genre une psychanalyse, parce que tout ça c'est à déchiffrer, ce sont des signifiants. On va passer sa vie à vouloir les faire correspondre, à vouloir les faire coller l'une avec l'autre, alors que justement elles ne peuvent pas coller. Alors le stade du miroir, on pourrait dire, il se développe en deux moments. Premièrement, l'apparition de cette image-là, hein, c'est ce qui arrive très tôt. En plus, on est obligé, quand on les décrit en quelque sorte, de développer une chronologie. Il y a d'abord ça, puis ensuite ça, alors que ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une interaction, puisque il y a une structure, la structure qui est liée à la structure de la parole, du fait de la langue, il y a une structure qui d'emblée prend l'être parlant que nous sommes dès que nous arrivons dans ce monde, et ceci d'autant plus que nous sommes déjà parlés,
C'est-à-dire que nous ne sommes évidemment pas uniquement réduits, comme on le dit, à l'effet de la rencontre d'un spermatozoïde et d'ovule, hein, avec toute l'embryogénèse, etc., qu'on peut apprendre quand on fait des études. Hein. Il y a en plus, c'est pour ça que c'est là, il y a en plus le désir de ceux qui nous ont générés, de nos géniteurs, qui fait qu'à ce moment-là, ce sont véritablement des parents. Et nous sommes de plus en plus dans un courant, et là il y a effectivement l'influence notamment comme dit Godard, des États-Uniens, qui, par le développement des neurosciences chez eux, qui s'est développé très tôt, très tôt, hein. Il y a 50 ans, Master et Johnson mettaient des caméras dans les vagins des femmes pour savoir où était le point, etc. Bon. Hein. On en rigolait en France, mais en fait, finalement, maintenant, c'est les IRM. Évidemment, c'est pas tout à fait pareil, mais ça revient un peu au même. Et d'autant plus que la base des neurosciences, en fait, c'est le comportement des animaux. Il y a une émission, je crois, lundi ou mardi soir sur la 2, vous avez peut-être vu ça, sur le corps, où à partir de... D'ailleurs, il fait référence au développement des souris à un moment, aux expériences, où tout s'explique à partir de la sécrétion d'hormones, etc. Alors nous sommes effectivement l'objet de sécrétion et d'excrétion, donc il n'y a pas du tout à remettre ça en cause, ce qui fait de nous des humains parlants, l'être humain, comme dit Lacan, l'être humain, pour remettre en cause ces dimensions de l'être dont on va parler. Eh bien, c'est le fait que nous arrivons dans un bain de la langue, dans un bain de langage. Et ça change tout. Et l'animal n'a pas du tout accès à ça, par exemple. L'animal, il a uniquement, d'ailleurs, en général, quand ils voient leur image, ils fuient, ou alors ils attaquent l'image. Hein. Donc ils n'ont pas du tout accès à ça. Nous, du fait du langage, pourquoi? Parce que le miroir plan peut être considéré comme ce qui est le lieu de l'autre, de tous les autres, de ce qu'on peut nous dire, et aussi de ce qui peut faire que... Donc c'est une dimension de la parole. Et là, c'est une dimension de la parole, mais qui fait que nous sommes, en fait, ce qui constitue notre être. Là, c'est notre être. Hein? Et là, ça n'est pas notre être. Et pourtant, nous tenons absolument à la constitution de cette image virtuelle. Pourquoi? On pourrait dire, on ne peut pas dire ce pseudo-être, puisque ce n'est pas notre être. Il y a quelque chose d'autre. Du fait que c'est la seule façon pour nous de pallier le fait que nous sommes des prématurés. Bien sûr, biologiquement, ça nous le savons, mais surtout du fait que quand ceci se constitue, le petit d'homme, comme dit Dolto, mais je crois que l'expression est pas mal, quand se constitue le petit d'homme, est réalisé un être trinitaire, et on voit toute la valeur de la Trinité, comme dit Lacan, dans la vraie religion, la romaine, hein. Et c'est pour ça que ça dure et que ça a duré depuis pas mal de temps. La Trinité, c'est pas quelque chose qui est du temps du Christ, qu'on n'y croit pas, c'est pas le problème, c'est une histoire de discours, chose qui va apparaître progressivement dans discussion au niveau des pères de l'Église, qui va entraîner différents conciles et différents parce qu'il y avait à prendre position par rapport à telle ou telle dimension entre le Père, le Fils et l'Esprit, et ça conduisait à définir des hérétiques, ceux qui n'étaient pas d'accord, et qu'on excluait, etc., qu'on excommuniait, etc. Bon. Alors, je reviens là. Donc, nous sommes des êtres trinitaires. Pourquoi trinitaire? Ça veut dire que ceci est constitué par des paroles, c'est le symbolique, par ce réel du corps-là, le réel de la jouissance, ou la jouissance du réel qui est là, plutôt le réel de la jouissance, et par le fait que tout ça est maintenu, c'est ça la constitution de l'image, est maintenu, du fait du miroir concave, est maintenu par ce qu'on appelle l'imaginaire. Bon, l'imaginaire, c'est pas du tout
Je m'imagine, hein, c'est pas du tout ça. Donc nous sommes, bon, tout ça. Et donc nous avons besoin, effectivement, comme nous n'avons pas accès à cette image réelle, qui est soutenue par du symbolique, c'est-à-dire par des signifiants, et que c'est en parlant, dans un contexte particulier, qui est celui du transfert dans une cure, on va dire avec un analyste, que ce soit la cure ou simplement si vous parlez, c'est donc dans ce contexte-là que vont pouvoir être mis en évidence les signifiants qui constituent cette perspective de la vie. Et donc, vous allez pouvoir sortir d'un déterminisme, hein, à un certain moment, pour partir dans une autre direction, qui sera à ce moment-là celle, justement. Alors, la grande question, c'est qu'est-ce qui fait que ceci a lieu? Et on pourrait dire que ce qui a lieu, là, c'est l'amour. L'amour, pas au sens où Carmen le chante. Hein. Bien sûr, l'amour n'a pas de loi, au sens du déterminisme, là, mais ce n'est pas toute cette dimension de confusion et de capture de l'image réelle, hein, par cette dimension de l'image virtuelle. Voilà. Donc, j'ai insisté là-dessus. Alors, il y a effectivement, au niveau... Alors, l'enfant, je reviens un peu là-dessus parce que c'est pas si évident que ça. L'enfant, à un certain moment, on dit classiquement entre 6 mois et 18 mois. Pour Lacan, ça a lieu quasiment à 6 mois. Tout est en place. Hein, du fait de la structure, c'est-à-dire ce qui a mis en place cette image réelle. C'est-à-dire une structure qu'on appelle quaternaire. Hein. Bon, on y reviendra un peu plus tard. Du fait de la structure, tout est mis en place pour que soit réalisée la constitution de l'image virtuelle et qui, lorsqu'elle advient, on peut voir ça sur des vidéos, sur Internet, fait que l'enfant, alors qu'il a beaucoup de difficultés, encore, par exemple à se dresser, bon, il peut être aidé par sa maman, par sa mère évidemment. Hein. La mère, c'est au sens large, quand je parle de la mère, c'est finalement le prologue de Jean. Au commencement était le verbe, puisque la mère, elle parle. Hein, ça s'appelle la langue, avec Lacan, la langue, et là, tout en un seul mot, L-A-N-G-U-E, c'est c'est pas en 2 mots, pourquoi? C'est un néologisme que Lacan va faire écrire vers les années 1972 au tableau par quelqu'un, lors de son séminaire, et il lui dit maintenant, il l'écrit évidemment en 2 mots, lui dit non, c'est un seul mot, pour bien montrer qu'il y a quelque chose du la, qui est ce fameux babil. Et c'est comme ça qu'est introduit chez l'enfant, par le biais des coupures, quelque chose qui va être très important dans son développement. Bon, donc il y a donc quelque chose, je reviens là-dessus, au niveau de l'image virtuelle. Pourquoi? Parce que c'est à ça que nous avons affaire, en fait, dans la mesure où il y a cette image virtuelle a une grande importance, puisque on pourrait dire que c'est notre repère, et ça explique le fait que nous sommes inféodés à cette image. Et nous sommes tellement inféodés à cette image que quelqu'un qui pour nous a de l'importance va être mis à cette image, à cette place, pardon, va être mis à cette place, et du coup, il va en résulter qu'on va l'aimer, on pense qu'on l'aime alors qu'on s'aime, hein, ou alors qu'on va le vomir de la même façon, et qu'il y a donc cette... C'est pas une ambivalence, comme on le dit, entre l'amour et la haine, mais il y a Lacan va faire un néologisme qui va appeler énamoration, qui a donc en un seul mot, H-A-I-N-E-M-O-R-A-T-E, il y a donc une énamoration, hein, constitutive de la dimension de cette image. Et donc on tient tellement à cette image parce que c'est quelque chose qui nous permet, alors justement on va voir quoi, hein, et c'est parce qu'on y tient que ce n'est pas les autres qui vont venir se mettre à cette place, c'est nous qui allons mettre les autres à cette place, ce qui va faire que eh ben on ne va pas tellement pouvoir s'en sortir, puisqu'on va toujours, on pourrait dire, s'aimer, ou s'aimer. Hein, et que la dimension de l'être, là,
elle n'est pas là. Hein? Un jour, à la fin d'un séminaire, je crois que c'est en mars 73, dans le séminaire encore, Lacan parle de différentes choses. Il parle, à la fin de ce séminaire, je crois que c'est en mars, c'est le 12, 13, 14, 15 mars, je ne sais plus. Ils viennent parler ici de Freud, qui parle d'Empédocle. Juste avant, il parle de Dieu, et notamment du Dieu des chrétiens. Et Lacan dit qu'effectivement, si vous allez à la messe ou des choses comme ça, vous allez voir que durant une messe, quasiment Dieu et amour, c'est la même chose. Hein. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de raconter ça. Hein. Lacan dit les déluges d'amour. Hein. C'est pas le délire, mais c'est les déluges d'amour. Et évidemment, pour les chrétiens, catholiques ou pas catholiques, il n'est pas question que Dieu puisse connaître la haine. Et justement, il n'est pas possible de connaître l'amour si on ne connaît pas la haine. Donc Lacan finit là-dessus, et il lui sort un truc comme ça. Vous savez, Lacan, quand il faisait son séminaire, finalement, il disait, enfin je fais un peu comme lui, j'essaie, c'est-à-dire qu'il préparait sans préparer, hein, et surtout il parlait. Et le séminaire après, une autre fois il a fait un lapsus, ça le travaille, parce qu'il se met dans une position, notamment à la fin de son enseignement, on va dire d'analysant, donc ça le travaille, et après il peut reprendre éventuellement. Et là, il dit une chose comme ça assez surprenante pour lui, hein, il a été saisi par quelque chose. Plus l'homme prête à la femme, alors on ne sait plus bien, de là ou de là, mais ça ne change pas grand-chose, de la confondre avec Dieu, ce dont elle jouit, alors là, voilà là. Moins il est, donc on est là, hein, moins il est, alors le premier c'est H-A-I-T, mais c'est pareil, là, vous voyez la valeur de la langue, moins il est, moins il aime. Et vous voyez au niveau des signifiants, là, c'est ce jeu entre l'être, la haine, et puis l'aime. Hein. Donc il y a quelque chose comme ça qui, vous voyez, c'est évidemment très important. Alors après, il va reprendre ça, il n'est pas là. C'est pas tellement à déchiffrer, hein, mais c'est pour montrer que, voilà. Alors, je vais continuer là-dessus parce que parler de l'amour, c'est effectivement... Alors là, j'insiste là-dessus, parce que ça peut paraître un peu surprenant. Ça peut paraître un peu surprenant, effectivement, de parler du corps, quand il s'agit de l'amour, même si ce n'est pas trop surprenant quand même. Mais enfin, quand même, il y a quelque chose. Et là, ça n'est pas le corps vivant, celui que la médecine promeut, hein, j'insiste. C'est quelque chose qui advient du fait de la langue. On va dire du langage, mais c'est plus précis. La langue, ça veut dire du langage, notamment la mère, du fait qu'elle parle. Et parler, ça peut être aussi être silencieux, mais c'est quand même aussi émettre des paroles. Hein. Un être parlant, c'est pas quelqu'un qui n'arrête pas de parler. Il y a quelque chose qui est lié au fait de parler. Hein. Donc tout ce que j'ai dit, le saisissement dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est lié au fait que nous sommes des êtres parlants, ce qui finalement, dans cette émission, j'ai regardé, là, je crois que c'est lundi ou mardi soir, je ne sais plus, on ne parle pas du tout de ça. Hein. On parle effectivement de ce qu'on appelle les affects. Hein. On explique que s'il y a tel ou tel sentiment, c'est parce qu'au niveau de la zone, je ne sais pas quoi, du cerveau... bon, c'est pas faux, hein, et je ne suis pas là du tout pour remettre ça en cause. Ce que je veux seulement dire, c'est qu'il importe de bien différencier les choses, et Freud est cité à un moment, mais pas du tout dans ce qui nous intéresse, hein. Il importe que chacun puisse poursuivre sa recherche dans ses références, et, à mon avis, de ne pas mélanger. Donc il n'est pas question du tout que les psychanalystes se mettent à discuter avec les neurosciences. Je ne vois pas du tout l'intérêt. Au contraire, il importe que chacun puisse définir sa trajectoire pour qu'on voit vraiment les différences. Hein. Bon,
Je dis tout ça parce qu'il y a quand même un regain important de tout ça actuellement. Bon. Mais la psychanalyse, elle est basée uniquement sur le fait que quelqu'un demande à un autre de parler, et puis que cet autre, il accepte. C'est tout. C'est pas du tout sur des appareils technologiques, sur des ordinateurs. Bon. Alors la question qui se pose donc, vous voyez, là, dans cette perspective-là, hein, c'est d'avancer un petit peu sur ce qu'est, puisque c'est comme ça que ça se passe, a priori, hein, mais vous allez voir que c'est pas tout à fait comme ça non plus. Hein, à savoir qu'il y a un aimé et un aimant, on pourrait dire. Hein. Alors ça nous renvoie au banquet, là, qui a été, on peut le situer à peu près, c'est-à-dire l'éloge de l'amour de Platon. Alors Platon l'a écrit vers les années 380 avant Jésus-Christ, il aurait eu lieu à peu près 415 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire que Platon écrit le banquet à partir de ce que lui dit Apollodore, qui lui-même l'a entendu de quelqu'un d'autre qui est Aristodème, qui, je crois que c'est lui qui était là. Bon. Et là, vous voyez que nous sommes, alors là, on retrouve exactement ce que je viens de dire, on retrouve l'importance de la parole et d'une certaine mémoire qui passe par la parole, et non pas quelque chose qui a été écrit. Hein. Platon, il va écrire, mais les autres ne parlent pas comme ça. Ils parlent uniquement à partir comme ça, de ce qu'ils peuvent Alors ça veut dire qu'il est tout à fait possible que certains éléments soient erronés, mais on s'en fiche complètement, c'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'il y a quelqu'un qui les rapporté en parlant. Alors, il y a donc, dans le banquet, il y a donc quelque chose qui est, on pourrait dire, une première partie, puisque c'est une sorte de symposium, avec des règles, il ne faut pas trop boire, hein, c'est un banquet. Hein, et chacune des personnalités qui parlent, on pourrait dire, va dire quelque chose de l'amour. C'est-à-dire qu'il y a une première partie où il y a, on pourrait dire, un discours savant sur l'amour. Hein, Phèdre, Pausanias, bon, on arrive à Aristophane, il ne peut pas parler. Et puis, c'est Éric Simac, le médecin, qui parle. Et puis, il va y avoir comme ça un certain nombre de discours qui sont sur l'amour et quelque chose de divin, l'amour est quelque chose de vrai, l'amour est quelque chose de beau. C'est en permanence un discours sur les idéaux qui peuvent tourner autour de l'amour. Bon. Et puis, à un certain moment, parce que Socrate arrive un peu en retard. Socrate, comme d'habitude, il arrivait sûrement en retard, parce que d'un coup, il s'arrêtait quelque part, et puis il se mettait sur un pied, comme ça, puis il pensait. Ou il dormait, c'est pas bon. Ça, c'est Socrate. Bon. Et va être mis en place, qu'on peut appeler le secret de Socrate. Hein. Quelque chose qui fait que... vous savez, Socrate, c'était ce philosophe-là qui parlait, justement. Il travaillait dans la rue, quasiment. Hein. Bon. Et il n'a rien écrit, Socrate, hein. Donc c'est uniquement, en l'occurrence là, Platon qui va en parler. Et Socrate va introduire dans cet éloge de l'amour une ponctuation et il va introduire l'articulation de l'amour et du désir. Alors que les autres, c'était uniquement une description. Hein. Vous voyez, comme ça, un discours universitaire sur l'amour. Voilà. Et Socrate, lui, il n'est pas dans la même position. Pourquoi? Parce qu'il a l'expérience de l'amour. Hein. Il n'est pas dans il n'est pas dans le discours savant. D'ailleurs, il le dit, moi je ne sais rien. Il n'y a qu'une chose que je sais, c'est quelque chose concernant l'amour. C'est à peu près tout. Et il introduit là, alors, et il laisse en plus la parole à une femme, c'est la seule femme qui est là. Hein, c'est l'étrangère de Mantinée, Diotime, qui va parler de l'amour, mais déjà un peu autrement, c'est-à-dire par rapport au manque. Hein. Et c'est sans doute, on peut penser que Socrate savait un peu ce qu'elle allait dire, donc c'est pour ça qu'il lui laisse la parole pour introduire la dimension du manque, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis voilà, les choses se déroulent, et puis tout d'un coup, il y a un grand fracas, on pourrait dire.
C'est-à-dire que tout à coup arrive Alcibiade. Alors Alcibiade, c'est pas n'importe qui. Et c'est pas étonnant qu'il fasse irruption comme ça. Hein. Alors on pourrait prendre ça en termes de discours, c'est l'irruption de ce qu'on appelle le réel. Hein. Il y a quelque chose comme ça qui apparaît. Et c'est pas n'importe qui. Pourquoi? Parce que Socrate a été et est toujours l'Érasté, c'est-à-dire l'aimant, c'est-à-dire aime Alcibiade. Mais Alcibiade veut absolument, ça c'est une question, il veut absolument que, donc Alcibiade veut absolument que Socrate, publiquement, déclare son amour à Alcibiade, et, alors il y a quelque chose qui... Et il va le provoquer de toutes sortes de façons, il va raconter ce qui s'est passé, qu'il est venu le voir, qu'il s'est mis dans son lit, qu'il a essayé tout ce qu'il a pu, etc., et que ça n'a pas marché. Hein. Bon. Et Dieu sait, quand on connaît Alcibiade, qui était le personnage, je vous donne un petit peu ce qu'on dit de lui, hein. Quand lors d'une guerre, lors de la guerre des Péloponnèse, là, entre Athènes et Sparte, là, il y a un moment, ils attaquent les statues je ne sais plus le terme exact, les Hermès, là, les statues divines, et on est obligé de le rappeler. Et c'est pas sans effet sur le fait que, comme c'était quelqu'un qui avait un grand aura et qui pouvait faire basculer la bataille, donc vous voyez, il fait des choses qui sont absolument interdites. Hein. Par ailleurs, il va laisser tomber Athènes pour aller chez l'adversaire d'Athènes, c'est-à-dire Sparte. Et non seulement il fait ça, mais quand il arrive à Sparte, je ne sais pas s'il pense qu'à une seule chose, mais enfin c'est comme ça, il ne trouve rien de mieux à faire que d'engrosser la reine, qui ne fait plus l'amour avec son mari, le roi, et il va y avoir une postérité, il va dire que pour lui c'est tout à fait important qu'il soit parmi les personnes qui assurent le destin de Sparte. Et puis après, il revient, et puis après, il va aller se faire séduire par l'adversaire et d'Athènes et de Sparte, c'est-à-dire les Perses. Vous voyez un peu, c'est-à-dire que pendant une guerre, il pouvait tout à fait changer, ce qui est absolument impossible, hein, changer de... Bon, enfin, il y a aussi d'autres... Bon, donc il arrive ivre, ce qui est absolument inadmissible, hein, c'est pas possible, hein. On peut entendre ivre de toutes sortes de façons. C'est-à-dire qu'il change complètement les lois du fonctionnement qui avaient été définies. Et notamment, il n'est plus question de l'éloge de l'amour, mais de l'éloge de l'aimer. C'est ce qu'il fait, mais à sa façon. Hein. Parce que l'aimer, évidemment, c'est lui. Hein. Et donc, ce qui est important, alors ça aide un peu à comprendre, Lacan va parler de ça pour rendre compte de ce qui se passe dans ce qu'on appelle l'amour de transfert, hein, dans la cure, c'est-à-dire la place de l'analyste, hein, Socrate dans cette position-là, c'est-à-dire que Socrate ne répondant pas à la demande d'Alcibiade, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas d'accord avec Alcibiade, mais il ne répond pas, il va en résulter que Alcibiade va passer d'aimer qu'il était à aimant, et il va lui dire à la fin, il va lui dire de toute façon celui que tu aimes c'est pas moi, c'est Agathon. Hein? Tout ça pour montrer que la signification de l'amour, la problématique de l'amour, alors là on ne peut pas l'écrire, hein, mais c'est le fait que c'est une métaphore, la métaphore hein, de l'érastès, de l'aimant, on va dire de désirant à l'aimer. C'est-à-dire que celui qui est en position d'aimer va pouvoir accéder à la position d'aimant pour autant que quelque chose qu'il demande, plus exactement, pour autant que
il ne sait pas que quand il demande pas du tout d'être satisfait et comblé, mais il demande le manque à être. Donc, ce qui a pu faire dire que aimer, c'est donner ce qu'on n'a pas. Et là, on pourrait dire que là, au-dessus, alors on va revenir un petit peu là pour un petit peu comprendre les choses. Là, je vais montrer l'importance. Je vous ai dit, mais pourquoi cette image virtuelle elle a tellement d'importance? Parce que quand même, il peut arriver, c'est toute la question du rapport à la jouissance, au réel de la jouissance, il peut arriver que quelque chose du réel, à partir de là, un peu comme si c'était un écran, et que l'écran soit traversé. L'exemple, Lacan en parle, le premier, je fais référence beaucoup à la troisième c'est l'exposé de Lacan à Rome, le 1er novembre 1974. Vous pouvez trouver ça, si vous voulez écouter ça, il faut aller sur le site de Patrick Vallas, où vous pouvez le télécharger. Hein. Et après avoir posé la question, mais pourquoi est-ce qu'on est tant inféodé à son image, hein? Alors, il va dire, ben ça explique une chose, hein. Ça explique le commandement de Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Et puis le fait qu'on peut quand même se poser une question, à savoir que c'est peut-être... si le Seigneur dit ça, c'est quand même pas si con. Il doit y avoir quelque chose de vrai. Bon. Alors, vous voyez bien que quand on aime quelqu'un, l'aimer, là, hein, c'est pas quelque chose qui touche à notre être. Hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'être, il est manqué. C'est ça qu'on va se rendre compte. Par exemple, je vous le disais, on peut être saisi, notamment quand... soit quelqu'un nous quitte, soit quelqu'un décède. Quelqu'un qu'on aime, qu'on pense aimer, eh bien, on va être pris en permanence par des images, des souvenirs, des choses comme ça qui vont nous revenir. C'est-à-dire que c'est nous qui sommes concernés. C'est pas du tout... Alors, on va dire, si ça s'est mal terminé, notamment entre deux personnes, on va dire vivantes, on va dire inconsidérées, comme on dit, considérées comme un objet, si seulement, ce serait bien plus tranquille. Mais il faudrait définir ce qu'on appelle l'objet, justement. Hein. C'est-à-dire que chaque fois, on considère l'autre à partir de ce que l'on est. Et l'autre, il fait pareil. Donc on est au moins 4, hein, on pourrait dire, là, comme ça, voire plus. Hein. Donc, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ben, Freud, quand il en parle, je crois que c'est dans Malaise en civilisation, je ne sais plus, il dit que ben, moi, je ne peux pas aimer mon prochain comme moi-même, parce que moi, je sais que je ne suis pas du tout comme si bien que ça. Hein. Il y a en moi quelque chose qui ne va pas du tout. Hein. Donc, je ne peux pas l'aimer comme ça, c'est pas possible. Mais Lacan va au-delà de ça, à partir de là, c'est-à-dire qu'il va dire que, comme celui que j'aime, il est toujours là, ben, je ne peux pas l'aimer comme moi-même, hein, puisque moi je suis là, lui il est là. Plus exactement, je le mets là, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout dans sa position d'objet, il est dans ce qu'on va appeler la structure du fantasme, c'est des S barré point son petit a. C'est-à-dire que je le mets dans la position, on articulera ça une autre fois, dans la position où il est ce qu'on appelle l'objet de mon fantasme. Alors je vais pouvoir l'embellir de toutes sortes de façons, ou lui demander d'être ceci ou cela, mais c'est quelque chose qui me concerne. Et lui, il fait pareil, évidemment. Donc, le stade du miroir, ça illustre comment on peut tomber amoureux, coup de foudre. C'est ce qui se passe pour l'enfant. Hein. Alors on pourrait dire, il tombe amoureux de quoi? Et qu'est-ce que ça lui permet? Qu'est-ce que ça permet d'éviter, tomber amoureux? Tomber amoureux, c'est pas l'amour. Hein. On dit bien, comme on le dit, on tombe amoureux. Hein. Donc l'enfant, je sais pas, on pourrait dire ça, tout ça, là, ce que je suis en train de vous dire, ben c'est du cinéma, c'est du comique, mais c'est du comique tragique. Hein. Parce que dans la vie de quelqu'un, c'est quelque chose de... c'est pas rien du tout. Hein.
Et donc, il doit y avoir autre chose qui est en jeu dans l'amour. Ce que j'appelle là le problème. Il y a une dialectique, il y a quelque chose d'autre dans l'amour. Ce quelque chose, je l'ai abordé à partir de ce passage par le biais du désir de Socrate, ce passage de la position d'Alcibiade comme objet désiré, ou objet aimé, on va plutôt dire, objet aimé à aimant, désirant. Et le banquet s'arrête là-dessus. Hein. Alors c'est important parce que toute cette partie du banquet, qui est quand même importante, hein, eh bien, je ne sais plus le nom des personnes, là, quand on le cite dans ce séminaire, le transfert, mais s'il y en a au moins qui est facile, c'est Racine. Racine avait été amené à revoir les notes d'une femme qui avait traduit le banquet. Et quand il a vu, au moment de l'arrivée de l'entrée d'Alcibiade, à quoi il touchait, il a dit à cette femme qu'il ne pouvait pas toucher à ça. Pour montrer que ce passage-là est très important. La psychanalyse, elle s'articule essentiellement à ça dans le transfert, mais pas dans les termes forcément comme ça. Hein. Bon. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que, quand on tombe amoureux, il y a quelque chose, on pourrait dire justement, qui ne tombe pas? Ou alors, il y a quelque chose qui tombe, mais qui tombe pas du tout comme perdu. Alors, pour illustrer ça, bon, un exemple simple. Hein. Cet après-midi, j'ai regardé un moment la télévision, là, je suis tombé sur un film qui retrace la vie de Maria Callas avec Onassis. Bon, c'est éclatant, là, parce qu'effectivement, on voit bien, pour tous les films où il y a une passion amoureuse, hein. Bon. On voit bien qu'il y avait quelque chose qui fait qu'ils étaient, alors on va dire, ils étaient proches l'un l'autre, de toute manière. Finalement, je crois que quand Onassis est mort avant elle, et elle est allée le voir secrètement, je crois. Malgré tout ce qui s'est passé, bon. Mais ce que je veux dire, c'est que cette dimension-là, articulée à ça, qui ne peut pas s'articuler parce que ça ne peut pas fonctionner comme ça, parce qu'il y a justement un autre, hein, explique tout ce qu'on voudra, et notamment la plupart des drames, hein, parce que ça peut arriver. Alors, qu'est-ce qui est en jeu, en fait? Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut que j'introduise davantage, là, c'est ce qu'on appelle le réel de la jouissance. Hein, si je vous ai dit que l'être est trinitaire, là, hein, c'est parce qu'il y a du réel, et le réel, ça apparaît d'emblée, hein, dans ce corps animal, là, qui frétille, comme ça, là, comme étant des morceaux de jouissance. Bon. Eh bien, je reviens, parce que je me suis un peu égaré, là, je suis parti, là, je reviens à la troisième, là, le 1er novembre 1974 à Rome, lorsque Lacan, après avoir posé la question, mais qu'est-ce qui fait que nous sommes si inféodés à l'image, après avoir interrogé le glissement, hein, du commandement du prochain, hein, l'amour du prochain, hein, c'est un glissement. Mais c'est pas si un glissement, parce que ça glisse tout seul, hein. On veut faire coïncider, hein, les choses. Alors que justement, ben, le semblable, hein, le semblable, hein, c'est pas moi-même, hein, c'est pas mon être, justement. C'est pas possible. Il y a quelque chose entre les deux. Bon. Et alors, pour rendre compte davantage de ce qui est en jeu là, c'est comme ça que je lis les choses, moi. Il prend l'exemple de Mishima. Vous savez, Mishima, c'était un poète japonais qui raconte, qui a écrit ça, que sa première éjaculation est survenue lorsqu'il a vu un tableau de Saint-Sébastien, percé par les flèches. Alors, bon, c'est assez étrange, mais c'est pas étrange du tout. Si on considère que au moment où il voit ce tableau, finalement, qu'est-ce qui se passe? Ben, il est un peu comme dans une extase mystique, c'est-à-dire il est complètement identifié à ce qu'il voit, hein, à ça, parce que c'est ça qu'il voit, quelque chose qui est là, hein, tout son être est identifié à ça, hein, et c'est tellement important ce qu'il voit là,
qu'il y a quelque chose de son être, du réel de la jouissance, qui se manifeste notamment par une éjaculation. Hein? Tout ça pour montrer que, alors bien sûr, c'est plus important, ce sera plus davantage développé dans cette structure, dans la dimension du fantasme après, c'est-à-dire l'articulation du sujet à l'objet, mais c'est seulement, ce que je voulais seulement dire aujourd'hui, c'est que il n'y a rien de plus important que l'amour, à ceci près que, parce qu'on est toujours pris là-dedans, à ceci près que l'amour, finalement, ça n'est pas tant l'amour de quelqu'un, on va dire d'une personne, d'un homme ou d'une femme, ou d'un homme par un homme ou d'une femme par une femme. Parce que finalement, hein, ce qu'on voit là-dedans, c'est que l'amour, ça n'a pas de sexe. Hein. C'est pas du tout une histoire de... Hein. Un homme peut aimer un homme, une femme peut aimer une femme. De toute façon, quand on aime quelqu'un, on n'est pas du tout dans la dimension sexuelle. Bon, on reparlera de ça une autre fois. Et donc, d'une part, et puis d'autre part, justement, ce que la pratique de la psychanalyse, c'est en quoi, comme je le... Elle touche à quelque chose de pathétique. C'est parce que elle tend, ou elle est tendue par quelque chose qui est au-delà, évidemment, de cet amour narcissique, qui est que on n'aime pas. Il ne s'agit pas d'aimer quelqu'un, mais il s'agit d'aimer ce qu'on appelle le savoir. Et le savoir, ce n'est pas la connaissance. Tout ce qu'on acquiert à l'université, tout ça c'est très bien, mais c'est ce que Lacan appelle des connaissances. Hein, je l'ai dit la dernière fois, finalement, il s'agit de faire le plus possible coït avec la connaissance. Hein, c'est comme ça qu'on acquiert beaucoup de choses. Hein. Bon. Alors, il ne faut pas dire ça aux scientifiques, hein, surtout pas. Hein. Pour eux, il n'y a pas de subjectivité, tout est objectif, on a des algorithmes, des ordinateurs, algorithmes, on sort des trucs, etc. Bon. Mais on ne se situe pas là du tout. Donc, chacun ses références. Bon. Et donc, l'amour, alors vous voyez le truc là, hein, c'est que ce qu'il importe finalement, c'est de conduire, en sachant que ce n'est pas du tout une direction organisée, hein, à partir des signifiants qui vont progressivement apparaître lorsque quelqu'un parle dans ce cadre particulier qui s'appelle le transfert. Le transfert, c'est quoi? Ça, il va falloir que, progressivement, hein, il va falloir au sens de quelque chose qui va se dérouler, progressivement, au fur et à mesure que des signifiants de cette image réelle, c'est une représentation, hein, donc, qui la soutiennent, hein, c'est le symbolique qui soutient, qui est noué avec le symbole, qui est noué avec le réel et qui est soutenu par l'imaginaire. Au fur et à mesure de l'avancée, là, il y a quelque chose qui va pouvoir nous faire sortir de cette trajectoire, c'est-à-dire nous faire partir ailleurs. Qu'est-ce que c'est que ce moment-là? Voilà. Parce que là, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en permanence, dans cette perspective-là, évidemment, hein, eh ben, l'autre, on pourrait dire, il est manqué. Il est d'autant plus manqué qu'on est sûr qu'on n'a pas manqué du tout, évidemment. Hein? Il est manqué en tant qu'objet, en tant qu'autre. Hein? C'est-à-dire que, bah, il est comme on dit, il a notre image et rien d'autre. Hein? Et nous sommes aussi évidemment à l'image de l'autre, et c'est à partir de là que vont pouvoir se développer les choses autrement. Et on peut penser que l'amour, cet amour du savoir, hein, finalement, avec ce que je vous raconte là, c'est aussi quoi? C'est de l'amour de la connaissance, hein, parce que finalement l'autre, évidemment, bien sûr que on peut dire beaucoup de choses, hein, mais finalement c'est toujours quelque chose que on retrouve toujours quelque chose que l'on connaît déjà, d'une façon ou d'une autre. Mais, donc cet amour du savoir, c'est autre chose parce que il s'agit d'aller ailleurs
et de permettre, c'est la fonction de l'analyste, de permettre à quelqu'un qu'il et qui l'aime, ça va dans les deux sens, hein. Il faut bien qu'il y ait quelque chose de l'analyste à l'analysant, mais c'est pas... Hein, c'est la position de Socrate, il ne s'agit pas effectivement de déclarer sa flamme, etc. Hein, bon. Mais donc il y a ça, et surtout, ça va être ce passage du côté du désir. Et, en quelque sorte, l'amour, c'est ce qui va permettre à ce qui est là c'est quoi? C'est une certaine articulation qui n'est pas du tout articulée, de toute façon, entre le réel, l'imaginaire et le symbolique, et notamment à une certaine jouissance, parce que là, là on est dans la dimension de ce qu'on appelle le symptôme, c'est-à-dire d'une jouissance qui existe, mais d'une jouissance, Lacan il appelle ça une jouissance ruineuse. C'est-à-dire que ce n'est pas une jouissance qui conduit à une satisfaction. D'arriver à trouver la jouissance qu'il faut, je cite Lacan, pour que l'histoire continue. Et Dieu sait si on est dans des périodes là, actuellement mondiales où c'est très compliqué cette affaire-là. On se demande bien où on va. Hein, et c'est comme ça que quelque chose peut advenir. Voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Hein.